Nous saluons les discussions entre les États-Unis et la Russie qui ont commencé, et nous, Hongrois, avons tout intérêt à leur succès. Nous débattrons avec nos amis et alliés au sein de l'Union européenne qui ont décidé que l'Ukraine devait poursuivre la guerre. 16 septembre 2025. Le Parlement européen de Strasbourg est en pleine tourmente. Ce qui devait n'être qu'un débat ordinaire dans l'hémicycle s'est rapidement transformé en un séisme politique, envoyant des ondes de choc à travers tout le continent. Au cœur de cette tempête se tient Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois défiant, un homme qui a bâti sa réputation en défiant l'establishment bruxellois. Il monte à la tribune. Ses mots sont tranchants, délibérés, perçant le vernis policé de la diplomatie européenne. Orbán n'est pas connu pour mâcher ses mots. Mais ce jour-là, son message est encore plus direct que d'habitude. Il parle d'une Union européenne déconnectée de ses citoyens, de dirigeants qui trahissent la souveraineté de leur nation au profit d'un projet de plus en plus fragile. Son ton n'est pas conciliant. C'est une attaque frontale. Puis survient le moment qui sera diffusé en boucle à la télévision et sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron, président de la France, se lève brusquement de son siège. Les caméras captent son visage, livide, tendu, la mâchoire crispée par une tension visible. Sans dire un mot, il quitte précipitamment l'hémicycle, laissant derrière lui un silence stupéfait et des murmures parmi les députés. Pour Macron, qui s'est souvent présenté comme le sauveur de l'Europe, l'image est dévastatrice. Pour Orbán, c'est une victoire symbolique, une démonstration de force face à l'une des figures les plus puissantes de l'Union européenne. Et pour l'UE elle-même, c'est le début d'un nouveau chapitre chaotique où les fissures de son unité deviennent impossibles à ignorer. Le discours d'Orbán ce jour-là va bien au-delà d'une critique de routine. C'est une attaque directe et sans compromis contre les fondements mêmes de la politique européenne. Et il n'hésite pas à frapper là où ça fait le plus mal, la guerre en Ukraine. Il dénonce la stratégie de l'Union comme un échec catastrophique, une entreprise coûteuse qui assèche les économies européennes sans offrir la moindre perspective de paix. Avec une franchise brutale, il interpelle les dirigeants qui ont soutenu cette politique et cite Emmanuel Macron nommément. À cet instant, le vernis protecteur de la rhétorique politique se fissure, laissant Macron exposé. Entendre son nom prononcé avec une telle force, dans un cadre aussi solennel et devant les caméras, dépasse la simple insulte. C'est un défi public à sa crédibilité et à son autorité. L'image de Macron se levant d'un bond, le visage pâle, incapable de contenir ses émotions, cristallise la perception d'un dirigeant assiégé. Était-ce seulement la colère qui l'a poussé à quitter la salle, ou était-ce la peur? La peur que les paroles d'Orbán trouvent un écho chez bien plus d'Européens qu'ils ne voudraient l'admettre? Pour les opposants de Macron, en France comme à l'étranger, cette scène est de l'or politique. Elle suggère que derrière les discours polis et les déclarations grandiloquentes, le président français est ébranlé, vulnérable et de plus en plus isolé. Pour Orbán, c'est la démonstration parfaite de sa stratégie. Affronter ses adversaires directement, exposer leurs faiblesses et laisser le monde les voir vaciller sous la pression. Ce qui s'est passé à Strasbourg ne peut être compris sans regarder la tempête qui secoue la France elle-même. Quelques jours seulement avant l'humiliation de Macron au Parlement européen, Paris était déjà plongé dans le chaos. Le 9 septembre 2025, son gouvernement s'est effondré, provoquant un séisme politique qui a laissé le pays sous le choc. Les manifestants ont envahi les rues, paralysant la capitale sous la bannière du mouvement dit « Bloquez tout ». Ces manifestations n'étaient pas des colères isolées, mais un cri collectif de rage face à la flambée des prix, à une économie en ruine et à un gouvernement perçu comme totalement déconnecté des réalités quotidiennes. La tentative de Macron de stabiliser la situation en nommant Sébastien Lecornu Premier ministre n'a guère rassuré la population. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas d'un changement de cap, mais d'une manœuvre désespérée visant à masquer une blessure béante avec un pansement fragile. Dans ce contexte d'agitation, l'autorité de Macron ne tenait déjà plus qu'à un fil. Autrefois célébré comme l'homme fort de l'Europe, la voix de la raison et de l'unité au sein de l'UE, il apparaissait désormais comme un président sursis, incapable de maîtriser les rues de Paris, encore moins l'avenir de l'Europe. Lorsque Orbán a pointé la faiblesse de la France dans son discours à Strasbourg, ce n'était pas une simple pique. C'était la révélation d'une vérité que tous les délégués présents connaissaient déjà.
La France, jadis pilier de la stabilité européenne, vacillait, et Macron était un dirigeant visiblement en train de perdre le contrôle. Sa sortie théâtrale n'était pas seulement une réaction aux mots d'Orbán, mais le symbole d'un homme accablé par les crises, tant sur le plan intérieur qu'international. Pendant ce temps, Orbán s'emparait de la scène avec l'assurance d'un homme qui sentait l'opportunité. Il n'a jamais fui la controverse, mais en septembre 2025, son timing était parfait. Alors que la France était paralysée par les manifestations, Orbán se présentait comme le défenseur de la souveraineté nationale et la voix du bon sens dans le débat le plus explosif d'Europe, la guerre en Ukraine. Dans les discours précédant l'affrontement de Strasbourg, Orbán répétait que la stratégie européenne avait échoué, que le soutien financier et militaire sans fin à Kiev entraînait le continent vers la ruine économique. Et il n'était pas seul à le penser. À Varsovie, Bratislava et même à Rome, des responsables politiques commençaient à reprendre ces arguments. Orbán exprimait à voix haute ce que beaucoup n'osaient murmurer qu'à huis clos. Les citoyens étaient fatigués des sacrifices, fatigués de l'inflation et fatigués d'une guerre sans fin. Pour Macron, dont le gouvernement figurait parmi les plus fervents soutiens de l'Ukraine, c'était un défi frontal à sa vision d'une Europe unie face à la Russie. Mais la réalité était brutale. Tandis que Macron prônait la solidarité, son peuple s'épuisait, sa patience s'effritait et sa confiance dans les dirigeants disparaissait. Orbán, au contraire, se présentait comme l'homme qui n'avait pas peur de dire les vérités dérangeantes. Un dirigeant prêt à affronter de front les échecs de l'Union européenne. Son discours dépassait largement les frontières de la Hongrie, trouvant un écho dans les capitales où les difficultés économiques minaient la foi dans les décisions de Bruxelles. En appelant à la paix plutôt qu'à la confrontation, Orbán a non seulement acculé Macron, mais aussi redéfini le débat sur l'avenir de l'Europe. Il s'est peint comme l'alternative attendue par des millions d'Européens frustrés. Pour Emmanuel Macron, le problème ne se limitait pas aux paroles acerbes d'Orbán à Strasbourg. Le véritable drame était que ces paroles reflétaient la situation de la France elle-même. En septembre 2025, le président français était pris au piège entre une guerre extérieure qui drainait les ressources et un pays en ébullition. La France avait été l'un des plus ardents défenseurs de l'Ukraine, injectant des milliards et du matériel militaire à Kiev au nom de la solidarité. Mais sur le territoire français, l'enthousiasme s'était évaporé. Les citoyens, déjà frappés par l'inflation et la hausse des coûts de l'énergie, se demandaient désormais pourquoi leur sacrifice semblait sans fin. La promesse de Macron de faire de la France un phare de l'unité européenne sonnait creux face aux grèves, au chômage et à la colère populaire. Le mouvement bloquait tout, rappelant l'esprit des Gilets jaunes, paralysait les villes et faisait la une des médias internationaux. Des agriculteurs bloquaient les autoroutes avec leurs tracteurs. Des travailleurs envahissaient les rues pour dénoncer une transition écologique jugée favorable aux élites et punitive pour les classes populaires. La police répondait par des gaz lacrymogènes pour tenter de contenir la révolte. Dans ce contexte, les attaques d'Orbán sur la faiblesse de la France prenaient une résonance bien plus profonde qu'un simple affront diplomatique. C'étaient des vérités que Macron ne pouvait contester. Lorsque Macron quitta brusquement l'hémicycle de Strasbourg, c'était comme s'il avait reconnu devant le monde entier qu'Orbán avait touché un point sensible. Son autorité, autrefois incontestée à Bruxelles, s'effondrait sous les projecteurs. Orbán, à l'inverse, paraissait galvanisé. Il ne se contentait pas de critiquer, il proposait un récit alternatif qui gagnait du terrain à travers l'Europe. Son appel à la paix séduisait les pays lassés de la ligne dure imposée par Bruxelles. À Varsovie et Bratislava, des dirigeants exprimaient ouvertement leur sympathie pour sa position. À Rome, des figures proches de Giorgia Meloni saluaient son courage face au courant dominant européen. Même à Berlin, où le soutien officiel à Macron demeurait, des doutes s'installaient en privé. La question devenait inévitable. La France était-elle encore capable de diriger l'Europe en temps de crise? Les sacrifices économiques exigés par la guerre en Ukraine devenaient insupportables pour de nombreux pays. Orbán décrivait une Union européenne sacrifiant la prospérité de ses peuples pour un conflit sans issue et des millions d'Européens acquiesçaient. Pour Macron, c'était le scénario catastrophe.
Son image de guide de l'Europe était remplacée par celle d'Orbán, perçu comme un lanceur de vérité sans peur. À chaque intervention d'Orbán, son rôle de défenseur de la souveraineté nationale et de protecteur des classes populaires se renforçait. Pendant que Macron apparaissait de plus en plus comme le représentant d'une élite déconnectée, l'affrontement de Strasbourg dépassait le simple duel personnel. C'était un choc de vision pour l'avenir de l'Europe. Et à cet instant précis, l'élan n'était plus du côté de Macron, mais de celui d'Orbán, qui transformait la faiblesse française en force politique. À mesure que Macron tentait de se présenter comme le pilier de la solidarité européenne, la réalité en France se désagrégeait à une vitesse alarmante. Les manifestations s'intensifiaient, les grèves se multipliaient et les fractures sociales s'élargissaient. Le mouvement « Bloquez tout » n'était pas une simple vague de protestations supplémentaires, c'était un soulèvement né de l'épuisement. L'épuisement face aux promesses sans fin, aux politiques favorisant les classes supérieures et à un effort de guerre qui vidait les caisses publiques sans offrir d'espoir. Les Français étaient lassés de voir des milliards partir à l'étranger pendant que leur salaire stagnait, que leurs factures d'énergie explosaient et que l'avenir de leurs enfants semblait de plus en plus incertain. Dans cette atmosphère, la critique d'Orbán résonnait avec une force particulière. Lorsqu'il déclara à Strasbourg que la trajectoire actuelle de l'Europe saignait le continent à blanc, il touchait le cœur même du malaise français. Les images de Macron, mal à l'aise sur son siège, puis fuyant soudainement la salle, devinrent le symbole d'un dirigeant incapable d'affronter ses pairs et son peuple. Partout en Europe, les dirigeants prirent note. Les paroles d'Orbán n'étaient plus balayées comme les divagations d'un Hongrois obstiné. Elles semblaient désormais être le reflet lucide d'une majorité silencieuse. Macron, autrefois la voix charismatique de l'Europe unie, était désormais perçu comme l'incarnation du déni. Et cette perception dépassait largement les frontières françaises. À Bruxelles, Berlin, Rome et ailleurs, le débat changeait de ton. La crédibilité de la France était remise en question. En septembre 2025, l'autorité de Macron était en chute libre. La rhétorique d'Orbán, autrefois marginalisée, résonnait désormais dans les couloirs du pouvoir. En Pologne et en Slovaquie, des responsables appelaient ouvertement à revoir la stratégie européenne en Ukraine. En Italie, des membres de l'entourage de Giorgia Meloni saluaient l'insistance d'Orbán sur la souveraineté nationale. Même en Allemagne, malgré le discours officiel, des doutes profonds s'installaient en coulisses. Plus Macron semblait isolé, plus la position d'Orbán se renforçait. Chaque manifestation en France, chaque dégradation économique et chaque scène embarrassante comme celle de Strasbourg validaient les avertissements d'Orbán. Les élites européennes avaient perdu le contrôle. Macron n'imposait plus l'agenda. Orbán le faisait. Le président français se retrouvait non seulement confronté à une révolte intérieure, mais aussi à la perte progressive de son influence sur la scène européenne. Et en politique, la perception est une forme de pouvoir. À chaque titre de presse, à chaque image, le message devenait clair. Orbán montait, Macron déclinait. En France, la tempête s'intensifiait encore. Les rues de Paris devenaient des champs de bataille symboliques. Les gilets jaunes revenaient, plus nombreux et plus bruyants. Les pancartes barrées du nom de Macron envahissaient la capitale. Des agriculteurs entraient en ville avec leurs tracteurs, bloquant les axes vitaux. Les travailleurs quittaient usines et bureaux pour dénoncer une transition écologique jugée injuste. Macron tentait de sauver les apparences sur les réseaux sociaux, parlant de dialogue et d'unité.